Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3153 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 18 décembre avec les résultats de la veille. Et on commence tout d'abord avec la Coupe d'Italie. Il y avait la Juventus Turin qui jouait hier soir contre Cagliari et ça passe pour la Juventus Turin qui se qualifie pour les quarts de finale après une victoire 4-0 contre Cagliari. Donc Vlahovic, Koopmeiners, Conceição et Gonzalez ont été les 4 buteurs différents. Voilà, donc parfait bien sûr pour la Juve. Donc 27 tirs, 6 tirs cadrés et 4 buts marqués. Donc là ils ont enfin gagné parce que la Juve c'est une équipe à abonner au match nul cette saison. Voilà, ils ont infligé un beau 4-0 et du coup se qualifient pour la suite de la compétition. Et en Coupe d'Italie aujourd'hui, 2 rencontres. L'Atalanta Bergame qui reçoit l'équipe de Cesena, donc une équipe de division inférieure, et l'AS Roma qui reçoit la Sampdoria. Voilà, donc 2 tickets seront encore donnés aujourd'hui pour accéder au quart de finale de cette Coupe italienne. Il y avait également de la Ligue des Champions féminine hier. On va parler de l'Olympique Lyonnais qui était déjà qualifié à leur 6e et dernier match de poule contre Wolfsburg. Un gros morceau, bien sûr, dans le football féminin. Et les Lyonnais se sont imposés 1-0. Bon, j'ai pas vu le match, mais dominatrice, mais inoffensive jusqu'à la 80e. Où elles ont marqué un but avec de la chance en gros. Elles ont gagné le match, donc félicitations à Lyon. À noter aussi la victoire de l'AS Roma féminin 3-0 contre le Galatasaray. La victoire aussi de Chelsea féminin 2-1 au Real Madrid. Et la victoire 3-0 de Twente féminin contre le Celtic Glasgow féminin. Donc voilà les 4 résultats d'hier. Et aujourd'hui, les derniers matchs de poule avec le Barça contre Manchester City. Donc pour l'instant, City a 3 points d'avance sur le Barça. Elles ont gagné lors du match aller. Donc si le Barça veut finir première en tête, elles doivent s'imposer. Aujourd'hui contre City. Il y aura également Saint-Pölten contre Amarby, Arsenal contre le Bayern et Juve Vålerenga. Voilà, pour clôturer ces matchs de poule de Ligue des Champions féminine. On continue avec le programme également aujourd'hui. Il y a de l'EFL Cup, donc de la Coupe de la Ligue anglaise, avec par exemple Arsenal ce soir qui joue contre Crystal Palace. C'est à 20h30. Newcastle Brentford et Liverpool se déplacent à Southampton. Donc si on prenait en compte la première ligue, c'est le premier contre le dernier du championnat, mais là c'est de la coupe. Voilà, tout peut arriver. Donc ce soir c'est 3 rencontres. Du côté des championnats, il y a quelques rencontres. Il y a en Liga l'Espagnol Barcelone contre Valence et Villarreal contre le Rayo Vallecano qui a accroché le Real Madrid samedi dernier. Et en Ligue 1, c'est le dernier match de l'année 2024 en Ligue 1. Ce match aurait dû être joué ça aurait dû être le premier match sur l'année 2025 pour ces deux équipes-là. Mais du coup, ils joueront au Trophée des Champions le 5 janvier. Du coup, le match qui était prévu le 5 janvier en Ligue 1 est décalé et avancé aujourd'hui, le 18 décembre, ce soir, Monaco contre le PSG. Donc, grosse affiche, le PSG premier, Monaco 3e. Ça reste en plus à chaque fois une affiche chaque saison de Ligue 1. À noter que le PSG, ça fait quand même plus de 30 matchs qu'ils n'ont pas perdu à l'extérieur en Ligue 1. La dernière défaite, c'est à Monaco, c'était en février 2023. S'ils ne perdent pas encore pendant 2 mois à l'extérieur en Ligue 1, ça fera 2 ans qu'ils n'ont pas perdu le moindre match. Donc voilà, c'est un gros match ce soir, ce Monaco. Paris Saint-Germain, puis on peut parler un peu bien sûr de cette rencontre. Ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui. Ne ratez pas le début. Donc gare aux retardataires pour ce choc avancé de la 16e journée. Après avoir assommé d'entrée de jeu Marseille 3-0 et Lyon 3-1, le PSG entend plutôt renouveler l'opération ce soir. Monaco compte bien relever le défi. Voilà, donc par rapport bien sûr à cette très belle affiche. Et Luis Enrique qui est en conférence de presse hier pour parler bien sûr du match. Donc tout d'abord, il est surpris par le niveau de la Ligue 1 parce qu'à l'étranger on dit oui, le championnat de Ligue 1 c'est un championnat bas de gamme, Farmer League. Il a dit à Monaco, je crois sans aucun doute, a été l'un des adversaires les plus coriaces cette saison et la saison passée. L'an dernier, Brest, Lens, Rennes et Nice ont bien joué. Cette année, on peut voir en Ligue des Champions qu'il y a plus d'équipes que le PSG qui peuvent avoir des résultats. On le voit avec Lille, le niveau de la Ligue 1 est plus haut que ce qu'on m'avait dit. Voilà, il a surpris par le niveau bien sûr de ce championnat français. Donc tout le monde le dit, tous ceux qui viennent en Ligue 1 le disent. Même Léo Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football, l'a dit en gros que le championnat de Ligue 1 est un championnat très difficile. Enrique révèle également une de ses volontés au Paris Saint-Germain. Il a dit j'aimerais avoir 2 joueurs par poste qui soient capables d'être titulaires et qu'il y ait une concurrence réelle avec les gardiens. J'ai vraiment ça, les 3 sont prêts à jouer. Donc Donnarumma, Safonov et Arnaud Tenas, lui qui joue quand même très peu. Avec les joueurs de champ, parfois tu perds des joueurs, ça ne dépend pas de moi, mais ils doivent ressentir que s'ils ne sont pas au niveau, ils vont être mis au frais 2 ou 3 jours en gros. Qui ne joueront pas. Donc tous les joueurs qui relâchent leur effort, je trouve ça dommage, je prends mes décisions en fonction de ce que je vois. Voilà, donc il veut ramener de la concurrence à chaque poste. Du côté de Paris, il parle aussi d'Ousmane Dembélé. Il a dit, donc Ousmane, je le connais très bien, je connais bien la personne, je l'ai toujours défendu en tant que joueur, en tant que personne, il est sympathique, je veux qu'il donne la meilleure version de lui-même. Quand je prends une décision avec un joueur, si je considère qu'il faut agir ainsi pour le joueur et pour l'équipe, je le fais. Parce qu'on sait que de temps en temps, là, les derniers matchs, il a un petit peu été écarté du groupe. Bon, pas le dernier match où il a joué
Je ne sais plus c'était contre qui là, le PSG a joué, c'était contre Lyon où il a commencé titulaire, mais les matchs avant, par exemple contre Nantes, il avait été remplaçant aussi certains matchs. Voilà, quand il prend une décision, il le fait tout simplement. Voilà, Luis Enrique. Enrique refuse également de donner des explications concernant les absences de Milan Skriniar et de Randal Kolo Muani. Donc pour l'instant, j'ai pas vu le groupe encore du PSG, qui va sortir là normalement dans quelques minutes. Mais c'est vrai que ces deux-là n'avaient même pas été dans le groupe lors du dernier match contre Lyon. On peut penser qu'aujourd'hui, pour le match contre Monaco, de nouveau, il pourrait risquer de ne pas apparaître dans le groupe parisien. Il a dit, je pourrais l'expliquer, mais je ne le fais pas. Les décisions disent tout de façon très claire. Les décisions, je ne les approfondis pas. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Je préfère qu'on me critique. Voilà. Donc en gros, il ne veut pas donner de raison. Pourquoi en gros il n'appelle plus ces deux joueurs? Pourquoi il ne les fait pas jouer? C'est pour ça que ces deux joueurs-là risquent de quitter le Paris Saint-Germain dans quelques semaines. Concernant toujours ce match, voici les compos probables d'après le journal équipe de côté PSG. Donc Donnarumma devrait commencer titulaire. Lucas Hernandez peut-être défenseur gauche à la place de Nuno Mendes. Hier Nuno Mendes n'était pas présent à l'entraînement du PSG. Donc peut-être un forfait, on ne sait pas, on verra. Donc Pacho, Marquinhos, Hakimi, donc Zeremri, Vitinha, Neves et devant Barcola, Dembélé en faux numéro 9 et Kangini ailier droit. Donc peut-être Gonzalo Ramos sur le banc, lui qui a été titulaire lors des dernières rencontres. Et côté monégasque, là il y a aussi une belle équipe avec Minamino, avec Aklouche, avec Ben Seguir, avec Mbolo, avec Golovin ou même Lamine Camara qui a remporté le prix du meilleur jeune joueur du continent africain. Il devrait tous être titulaires. Kerrer aussi, ancien parisien, devrait être titulaire. Donc voilà, grosse affiche ce soir, comme ce Monaco, Paris Saint-Germain. Et également une très belle affiche, tiens, ça sera juste avant le match entre Monaco et le PSG, ce sera 18h, le Real Madrid contre Pachuca. Donc en gros, c'est les vainqueurs, vous savez, la finale Intercontinental Cup, en gros, c'est tous les vainqueurs des Ligues des Champions sur tous les continents qui s'affrontent. Puis là, c'est la finale. En gros, le vainqueur de la Ligue des Champions européenne contre le vainqueur de la Ligue des Champions nord-américaine, Pachuca. C'est eux qui ont gagné cette LDC saison dernière, bref. Donc voilà, c'est à 18h, ça sera au Qatar cette rencontre. On peut voir les tas de formes des deux équipes. À noter que Pachuca, ils ont fait des tours avant. Ils ont éliminé en demi-finale l'équipe de Al Ahly qui a gagné la Ligue des Champions africaine. Ils ont gagné après la séance des tirs au but, il y a eu 0-0. Ils ont gagné lors des pénaux. Et ils avaient battu aussi Botafogo lors du tour d'avant, les quarts de finale. C'était entre le vainqueur de la Ligue des Champions nord-américaine et sud-américaine. Et ils ont gagné Botafogo 3-0. Voilà, donc là c'est la finale. Ils affrontent le Real Madrid. Peut-être deuxième trophée pour le Real Madrid cette saison après la Super Coupe d'Europe remportée en août dernier contre l'Atalanta Bergame. Et concernant ce match, on pense à Kylian Mbappé est de retour au Lusail Stadium. C'est quoi ce Lusail Stadium? C'est le stade où s'est déroulé il y a 2 ans, jour pour jour, cette finale de la Coupe du Monde. Le 18 décembre 2022, on est le 18 décembre 2024 et Mbappé revient dans ce stade où il est passé par toutes les émotions en marquant un triplé, mais il n'a pas gagné le titre, il n'a pas gagné la Coupe du Monde dans cette finale. Pour moi, la plus belle finale de l'histoire des Coupes du Monde. Une défaite 4-2 au penalty. Donc voilà, 2 ans après, Mbappé revient dans ce stade. Où il avait brillé, bien sûr, il y a 2 ans. Donc voilà, on peut parler aussi de cette Coupe du Monde il y a 2 ans. Parce qu'il y a 2 ans, jour pour jour. Ce match historique entre la France et l'équipe de l'Argentine. Donc triplé en finale de Coupe du Monde. Et tu ne gagnes pas le trophée. C'est jamais arrivé. Il y a déjà eu un triplé en finale de Coupe du Monde il y a je ne sais pas combien d'années. Mais le joueur qui a marqué le triplé, son équipe avait gagné la Coupe du Monde. Sinon, c'était jamais arrivé, bien sûr. Cette info-là. Et on se souvient aussi de cet arrêt, les gars, regardez, 120e, on était à 3 minutes et 13 secondes. En gros, il y avait 3 minutes en additionnel, donc le match était fini. Puis là, Randal Kolo Muani aurait pu changer totalement l'histoire. Si ce ballon aurait été au fond des filets, l'équipe de France aurait eu 3 Coupes du Monde. Voilà, on ne va pas revenir sur ça. Voilà, cet arrêt quand même monstrueux quand même, de Emiliano Martinez. C'était également il y a 2 ans, jour pour jour, et Messi remportait son plus beau trophée de sa carrière, bien sûr, la Coupe du Monde. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre qui a eu lieu il y a 2 ans. Et pour revenir sur le match maintenant du Real ce soir, donc Ancelotti est optimiste sur la possibilité que Kylian Mbappé joue cette finale ce soir. Il a dit: Kylian s'est très bien entraîné hier, il a eu de bonnes sensations, tout s'est bien passé. Nous allons voir comment l'entraînement d'aujourd'hui, parce qu'il a fait la conférence de presse hier, donc il a dit que l'entraînement lundi s'est bien passé. Et là, il a fait la conférence juste avant l'entraînement. Et l'entraînement s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Donc, on peut penser qu'Mbappé pourrait potentiellement jouer. Soit il rentrera en cours de jeu, soit même titulaire directement. N'oubliez pas qu'il devait être absent 10 jours. Il devait revenir quasiment samedi, là. Puis on peut voir qu'il peut potentiellement déjà jouer dès aujourd'hui. Kylian Mbappé. Et Mbappé qui a retrouvé Marco Verratti à Doha. Parce que ce match a lieu au Qatar. Puis Verratti, ancien parisien, joue actuellement du côté du championnat qatari. Il a pu retrouver, bien sûr, son ancien collègue, Kylian Mbappé. Et tiens, toujours du côté du Real Madrid. Donc les joueurs du Real ont pu aussi revoir Joselu avant leur finale de la Coupe Intercontinentale. Donc aujourd'hui au Qatar, un Joselu, joueur saison dernière, ils ont gagné la Ligue des Champions, ils jouent cette compétition
parce qu'il a été hyper important de demi-finale retour. Contre le Bayern, il a inscrit un doublé. Il n'aurait pas été là. Ça aurait été le Bayern qui aurait atteint la finale de la Ligue des Champions. Ça aurait fait un Bayern Dortmund en finale. Mais il a marqué un doublé en toute fin de rencontre. Et du coup, il a envoyé le Real Madrid en finale de Ligue des Champions. Et du coup, voilà, il a pu faire un petit coucou aussi. Parce que lui aussi, joue dans le championnat du Qatar. Il a pu aller revoir ses anciens coéquipiers. Bref, tiens, on va parler de toute autre chose. Mais ça concerne également un joueur du Real Madrid. C'était hier la cérémonie du trophée The Best. Et c'est lui le grand vainqueur. Et ça fait plaisir. Vini Junior remporte le trophée The Best 2024. Il n'a pas remporté le Ballon d'Or. Mais pour le trophée The Best, c'est bien lui. Donc souvent, celui qui remporte le Ballon d'Or, il fait coup double. Il remporte ensuite le trophée The Best, donc pas là cette saison. Et c'est mérité au moins qu'il remporte ce prix-là parce qu'il n'aurait rien remporté. Ça aurait été quand même catastrophique pour lui. Donc bref, Vini remporte ce prix. Donc quelle année il a remporté la Liga, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne et la Super Coupe d'Europe. C'est amplement mérité pour lui. Donc il devient le 6e Brésilien à remporter ce prix du meilleur joueur du monde de la FIFA. N'oubliez pas que le Ballon d'Or, c'est plutôt l'UEFA, France Football, tout ça. Donc la FIFA, c'est eux qui organisent le trophée The Best. Donc il y a eu Ronaldo, il y a eu Ronaldinho, il y a eu Romario, il y a eu Rivaldo, il y a eu Kaka et maintenant Vini Junior qui remporte ce prix. Donc le post Instagram de Vini Junior après avoir été élu The Best meilleur joueur de la FIFA. Donc aujourd'hui, j'écris au garçon qui a vu tant d'idoles soulever ce trophée. Son heure est venue, ou plutôt mon heure est venue à le moment de dire oui, je suis le meilleur joueur du monde et je me suis battu pour cela. Ils ont essayé à maintes reprises de m'invalider, de me diminuer, mais ils ne sont pas prêts. Personne ne va me dire pour qui je dois me battre, comment je dois me comporter. Quand j'étais à Sao Gonçalo, donc du côté du Brésil, le système ne se souciait pas de moi. J'étais presque englouti. J'ai gagné pour moi, pour ma famille, avec beaucoup de soutien tout au long du chemin. Flamengo, le Real Madrid, de l'équipe nationale brésilienne, mes centaines de coéquipiers au fil des années, les gens qui m'accompagnent chaque jour dans ma routine, ceux qui m'admirent, le meilleur joueur du monde. Voilà, donc c'est en gros son post Instagram qu'il a publié avec cette légende-là, voilà, Vini Junior. Donc félicitations bien sûr à la pépite du Real Madrid. Il a reçu beaucoup de messages bien sûr. Donc Neymar qui félicite Vini. Donc Neymar ne l'a jamais remporté comme ce prix. Donc félicitations Vini, bien mérité, très heureux pour toi, continue. Voilà le message de Neymar, le message aussi de Karim Benzema. À l'époque bien sûr, il évoluait avec Vini en attaque. Donc numéro 1, voilà, Benzema. Numéro 1, voilà, c'est lui le meilleur. Mbappé aussi qui félicite Vini, donc bien mérité mon frère. Voilà ce qu'a pu mettre Kylian Mbappé sur son compte Instagram. Ronaldo R9, lui qui l'a remporté le trophée The Best. Ils ont essayé de t'effacer mon ami et tu as dansé avec eux. Le meilleur joueur du monde est noir et brésilien. Voilà le message de Ronaldo Nazario. Et par rapport à ce classement, voici en gros le classement FIFA The Best 2024. Donc Vini finit avec 48 points. Devant Rodri, 43 points. Après, il y a Jude Bellingham qui finit 3ème, 37 points. Bon, après, on peut voir les autres. Donc, à noter le français, enfin le seul français dans le top 10, c'est Kylian Mbappé, 14 points. Il finit à la 9e position de ce trophée The Best, Kylian. Donc, voilà, concernant bien sûr tous ces joueurs-là. Et par rapport à ce trophée, les gars, c'est pas comme le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'était que des journalistes d'à peu près 150 pays qui votaient. C'était que des journalistes, on sait qu'en plus il y a des journalistes, on n'est pas sûr qu'ils regardent le football, que là les gars c'est beaucoup mieux, c'est 25% pour chaque catégorie, 25% des votes des coachs, 25% pour le prix les gars, c'est les joueurs qui ont voté, enfin les capitaines des sélections, 25% ça a été les journalistes, alors que pour le Ballon d'Or c'est 100% les journalistes, c'est pas pareil, et 25% aussi des votes, des fans sur internet, tu pouvais voter, et il y a eu quand même plus de 1 147 000 votes pour Vini, et contre seulement 264 000 pour Rodri. On peut voir à chaque fois qu'il y a eu plus que les autres, donc les journalistes, il y a eu toujours plus pour Rodri que Vini. On ne veut pas que les journalistes aussi avaient plus donné de votes à Rodri que Vini pour le Ballon d'Or, mais là c'est le trophée The Best, et on peut voir que là c'est plus Vini. On peut voir aussi les coachs, ils ont plus voté pour Rodri que Vini, mais à la fin du compte c'est bien Vini qui est devant le joueur Rodri. Et regardez, si vous voulez avoir quelques aperçus de joueurs, enfin de capitaines de sélection, d'entraîneurs, tout ça, tout d'abord Mohamed Salah qui a pu voter bien sûr, capitaine de l'Égypte. Donc Vini en première position, il a mis Rodri deuxième, Dani Carvajal en troisième position. Voilà, Mohamed Salah. Concernant Virgil van Dijk, capitaine bien sûr de l'équipe néerlandaise, pas capitaine de club mais capitaine en sélection. Donc il a mis Vini en premier, Haaland deuxième et Rodri troisième. Didier Deschamps qui a pu voter, sélectionneur bien sûr de l'équipe de France. Vini premier, Mbappé, il a mis Mbappé deuxième, même pas premier. Bon, il a été juste parce que Vini a été meilleur que Kylian Mbappé sur cette année. Et Rodri à la troisième position. Les votes d'Alfonso Davies, capitaine du Canada. Donc pour le trophée The Best, donc Vini premier, Lamine Yamal deuxième et Jude Bellingham à la troisième position.
Achraf Hakimi, capitaine du Maroc. Donc Kylian Mbappé, son grand ami, bien sûr, il a mis en première position. Vini deuxième et Rodri troisième. Les votes de Bernardo Silva pour le trophée The Best, un capitaine du Portugal, bien sûr, Bernardo. Rodri premier, Vini deuxième, Erling Haaland troisième. Donc CR7 n'a pas voté en tant que capitaine du Portugal, c'est plutôt Bernardo Silva qui a voté. Milan Skriniar, capitaine par exemple de la Slovaquie, il a mis Mbappé, son collègue, ex-collègue au PSG en première position. Rodri deuxième, Vini troisième. Les votes, il y a de Léo Messi, capitaine de l'Argentine. Donc Lamine Yamal premier, Mbappé deuxième et Vini troisième. Là c'est Vini seulement la troisième position. Voilà, mais Lamine Yamal, son successeur peut-être au Barça, il a mis en première position. Les votes, il y a de Chancel Mbamba, capitaine de la RDC. Mbappé premier, Vini deuxième, Lamine Yamal troisième. Les votes d'Harry Kane, capitaine de l'Angleterre, donc Rodri, Bellingham, Vini. Les votes, il y a de Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Argentine. Donc Messi, Rodri, Jude Bellingham, donc pas de Vini. Vini en plus c'est dans le club, enfin dans le pays rival, le Brésil, lui c'est le coach de l'Argentine, donc même pas de Vini dans le top 3. Il a mis plutôt son joueur, bien sûr, Lionel Messi. En première position, Riyad Mahrez, capitaine de l'Algérie, Rodri, Vini, Erling Haaland. Hochberg, capitaine du Danemark, donc Haaland, Vini, Rodri. Donnarumma, capitaine de l'Italie, Messi en première position devant Mbappé et Vini troisième. Lewandowski aussi qui a voté, Rodri, Lamine Yamal et Dani Carvajal à la troisième position. Par exemple Kimmich, les gars, donc lui il a mis Rodri. Toni Kroos et Wirtz, pourtant c'est son collègue Wirtz, enfin en sélection allemande, mais il a été juste aussi, bon il a mis Rodri, bon pas de Vini, voilà, parce que peut-être, je sais pas, il joue au Bayern et il a souvent affronté les Real dans le passé. Par exemple, il y a quelques mois où ils se sont fait éliminer. Peut-être en plus, je crois que c'était embrouillé les deux. Un coup, je sais pas, il lui avait donné le ballon, Vini, il a jeté le ballon dessus. Il n'a pas mis Vini, bien sûr, dans le top 3. Le joueur Kimmich. Donc voilà, les gars, bon, il y a encore plein d'autres qui ont voté, mais j'en ai sélectionné quelques-uns, de joueurs importants. Et Infantino, les gars, le président de la FIFA, qui était présent, bien sûr, pour cette cérémonie. Donc, il a dit, si vous voulez savoir qui est le meilleur au monde, c'est la FIFA qui devrait vous aider, parce que tout le monde vote, c'est transparent, c'est objectif, c'est inclusif, c'est vrai, les gars. Pour moi, je trouve que c'est mieux le système de vote du trophée The Best que le système de vote du Ballon d'Or. Je pense que si on fait un sondage, je pense que la plupart, 3 sur 4 des supporters de football diront oui, c'est mieux de faire 25-25 avec les coachs qui votent, les capitaines des sélections, les fans aussi, qui sont importants bien sûr, les fans, et les journalistes, pourquoi pas, alors que pour le Ballon d'Or, c'est seulement les journalistes qui votent, alors qu'il y en a qui connaissent rien au football. Donc oui, c'est moi là, comme il le dit, si vous voulez voir quel meilleur du monde, c'est la FIFA qui devrait décider, parce que ce trophée The Best est organisé par la FIFA. Donc là, il a entièrement raison. Pour une fois, Infantino. Et à propos de la Coupe du Monde 2022, il a dit donc la finale de la Coupe du Monde au Qatar, France-Argentine, est la plus grande finale de l'histoire et c'est également la meilleure Coupe du Monde de l'histoire. Voilà ce qu'il a pu dire également lors de cette cérémonie. On continue avec d'autres prix lors de cette cérémonie. Par rapport au meilleur entraîneur de l'année, c'est Carlo Ancelotti et c'est aussi c'est mérité. Il a remporté le prix lors de la cérémonie du Ballon d'Or meilleur entraîneur. Donc là, il fait coup double avec ce trophée The Best. Donc félicitations à Carlo Ancelotti. Donc Champions League, La Liga, Super Coupe d'Espagne et Super Coupe d'Europe, bien sûr. Pour le coach du Real Madrid. Et tiens, ils ont pu faire tous une photo ensemble. Puis là, ils étaient présents. Souvenez-vous, au Ballon d'Or, ils avaient boycotté la cérémonie, la délégation du Real. Mais là, ils étaient tous présents. Pourtant, il y a un match ce soir. Donc c'était au Qatar. Donc c'est pour ça que ça a arrangé aussi un peu. Parce que le Real est actuellement au Qatar pour jouer le match ce soir. Mais il y avait bien Ancelotti. Il y avait Vini. Il y avait aussi Florentino Pérez, le président, qui était bien présent pour cette cérémonie. Le meilleur gardien, c'est lui, et c'est ça qui rafle tous les prix, le meilleur gardien là sur les derniers temps, c'est Emiliano Martinez, et c'est ça qu'il est exceptionnel, les gars, depuis comme sa Coupe du Monde 2022. C'est certainement oui le meilleur, donc il a remporté le trophée Yashin, il a remporté la Copa América. Et il remporte le trophée The Best du meilleur gardien, le gardien argentin. Concernant le plus beau but, le prix Puskás avec le plus beau but de l'année, et c'est Alejandro Garnacho qui a marqué un sublime but avec Manchester United contre Everton, c'est en Première Ligue. Il a marqué une bicyclette, un retour acrobatique, voilà, c'était un centre sur le côté, donc c'est venu là, il n'a pas contrôlé, en une touche comme ça, retourne acrobatique, c'est parti en pleine lucarne et le plus beau but de l'année 2024. C'est ça qu'il a été magnifique et sublime ce but de Garnacho. Concernant les filles, le plus beau but version fille, et c'est la première fois, plus beau but inscrit par une joueuse, mais c'est la première fois. Avant il y avait les hommes, mais cette fois-ci aussi pour les filles il y a une récompense. Donc c'est Martha qui a remporté le premier trophée Martha de l'histoire. Voilà, donc maintenant ça s'appelle le trophée Martha, voilà, et c'est elle qui a remporté le premier tout simplement, parce qu'elle a marqué un sublime but, c'était une frappe que j'ai pu voir, en pleine lucarne. Concernant la meilleure joueuse, celle qui a remporté le trophée The Best féminin,
C'est Bonmati, elle qui remporte tout. Elle a remporté le Ballon d'Or il y a quelques mois et elle remporte ce trophée The Best. Elle a fait coup double, bien sûr. Puis elle fait même coup double et back to back parce qu'elle a déjà remporté ce prix l'année dernière en 2023, le trophée The Best. Elle le remporte de nouveau pour cette année 2024. C'est tout simplement la meilleure joueuse au monde depuis quelques temps, quand même, la joueuse espagnole Bonmati. La meilleure gardienne de l'année, il s'agit de l'américaine Alyssa Naeher. Voilà, bon, je ne connais pas, mais félicitations à elle. Et la meilleure coach de l'année, c'est Emma Aiza, remporte le titre du meilleur entraîneur FIFA d'une équipe féminine au trophée The Best. Donc félicitations à elle. Et concernant le prix du fair play, The Best, donc c'est Thiago Maia, donc a remporté ce prix pour toutes ses actions lors des inondations de Rio Grande do Sul. Il y a eu des inondations au Brésil. Donc lui c'est un footballeur professionnel et il s'est beaucoup investi tout ça pour aider bien sûr les personnes les plus démunies. Donc c'est lui qui remporte ce prix, donc félicitations à lui. Et pour finir les gars avec cette cérémonie, on finit avec les deux équipes. Tout d'abord l'équipe féminine, les meilleures joueuses sur cette année 2024. Donc pas mal de joueuses du FC Barcelone, je peux voir Bonmati, les deux en attaque, c'est aussi des joueuses du FC Barcelone. Il y en a pas mal dans cette équipe. J'ai même passé une française dedans, je crois pas, il n'y a pas de française, je crois pas. Et concernant les hommes les gars, donc voici la meilleure team, donc Martinez au but, avec Saliba, le seul français dans l'équipe, William Saliba, défenseur gauche, il faut le placer, tu le mets à gauche. Diaz, Rudiger, Carvajal, donc Bellingham, Rodri, Kroos et devant Vini, Haaland, Lamine Yamal. Très belle équipe. Donc concernant cette cérémonie, on continue les gars avec d'autres infos. On commence tout d'abord avec l'Ukrainien Mudryk. Qu'est-ce qui se passe avec ce joueur? Il a été testé positif à un contrôle antidopage. Pas bon. Donc une substance interdite a été détectée dans l'échantillon d'un contrôle effectué fin octobre dernier. Donc un échantillon B soit réalisé pour confirmer ou invalider ce résultat. Donc officiel, Chelsea confirme un test d'urine anormal lors du dépistage de Mudryk par la fédération anglaise. Donc l'Ukrainien a catégoriquement affirmé ne jamais avoir pris de substance dopant de sa propre initiative. Le club ne fera pas plus de commentaires sur le sujet. Et regardez, il a réagi sur son compte Instagram Mudryk. Il a dit: je peux confirmer que j'ai été informé qu'un échantillon que j'ai fourni contenait une substance interdite. Cela a été un choc total car je n'ai jamais sciemment utilisé de substance interdite ni enfreint aucune règle et j'ai travaillé en étroite collaboration avec mon équipe pour enquêter sur comment cela a pu se produire, comment il a pu avoir pris un truc il n'aurait pas dû prendre en gros. Je sais que je n'ai rien fait de mal et j'ai bon espoir de revenir bientôt sur le terrain. Je ne peux pas en dire plus maintenant en raison de la confidentialité du processus, mais je le ferai dès que possible. Voilà ce qu'il a mis sur son compte Instagram. Mais déjà, il est mis de côté. Il ne jouera plus les prochains matchs en attendant une nouvelle décision. N'oubliez pas qu'il y a un joueur qu'on connaît tous, Paul Pogba, qui avait à peu près eu la même chose. Il a été suspendu. Bon, là, il va pouvoir revenir en mars, mais il a été suspendu quasiment 2 ans de football en ce moment pour Mudryk, les gars. Pour être la même chose, il va être suspendu pendant quelques temps quand même à cause de ça, même s'il n'a pas fait exprès. Il y aura une enquête qui sera définie. Donc concernant le joueur ukrainien. On continue avec une autre info officielle. Il s'agit de Sacha Boey et s'est blessé au ligament de la cheville gauche lors de l'entraînement avec le Bayern Munich. Donc c'est terrible pour l'ancien Rennais qui n'est vraiment pas épargné par les blessures depuis son transfert à Munich. C'est fou. En plus, il était déjà blessé il y a quelques semaines. Il est revenu et s'est de nouveau blessé à l'entraînement. Donc c'est quand même très dur depuis son départ quand même du Galatasaray. En parlant du Galatasaray, il y a un joueur qui souhaite rejoindre cette équipe. C'est l'Argentin Dybala. Se rapproche de l'équipe turque du Galatasaray. Son représentant Carlos Novel, donc son agent, s'est rendu à Istanbul pour rencontrer les dirigeants du club turc du Galatasaray. Il a même assisté à la victoire. Donc avant-hier, j'ai dit qu'il y a une victoire, un match Galatasaray, ils ont gagné 4-3. Il était présent. Il a même assisté à la victoire 4-3 des coéquipiers d'Osimhen. C'était avant-hier. Donc lui veut rejoindre cette équipe du Galatasaray et quitter l'AS Roma. Donc et puis, du côté de la Galatasaray, ils font le forcing bien sûr pour recruter bien sûr Dybala et surtout ce serait pour colmater le forfait de Icardi. Icardi s'est fait les ligaments croisés il y a déjà quelques semaines. Il leur faut un nouvel attaquant et il pense tout simplement à un autre Argentin, Dybala. Donc ça pourrait se faire dès janvier, le transfert de Dybala du côté du club turc. On va parler cette fois-ci de Brest et c'est officiel également. Donc la ville de Brest valide le projet de construction d'Arkia Park, futur stade du stade brestois. Donc l'enceinte pourra accueillir jusqu'à 15 000 personnes, comme le stade Francis Leblay actuellement un stade, pour accueillir 15 000 personnes. Donc là c'est la même chose, mais ce stade pourra accueillir toutes les compétitions
compétition, parce qu'on sait que le stade Francis Leblay, par exemple, les matchs de Ligue des Champions sont délocalisés au Roudourou, au stade de Guingamp. Donc là, il y a la même capacité, mais ce stade pourra, là, cette fois-ci, lui accueillir des matchs de Coupe d'Europe. Voilà, ça change. Donc voilà, c'est officiel, ce stade va être en construction très prochainement. Officiel également, Lamine Yamal a dévoilé sa nouvelle paire de F50 Adidas. N'oubliez pas qu'il est en partenariat avec Adidas. Donc le modèle signature est disponible seulement en 304 exemplaires, comme le code postal de sa ville natale, où il est de Rocafonda, je crois, c'est son quartier d'enfance, 304. Donc voilà, en gros, c'est paire de crampons que Lamine Yamal présente. On continue, on va parler de la future Coupe du Monde. Bon, pas maintenant, ce sera dans 10 ans. Ce sera celle qui sera en Arabie Saoudite. Et l'alcool sera interdit dans les stades lors de la Coupe du Monde 2034 en Arabie Saoudite. Détenir ou consommer de l'alcool dans le pays est passible d'amende ou même d'expulsion de territoire pour les non-résidents depuis 1952. Donc voilà, il sera interdit de boire même une bière, les gars, pour cette Coupe du Monde qui aura lieu dans 10 ans en Arabie Saoudite. N'oubliez pas que c'est officiel, ce mondial se jouera dans ce pays. On va parler également de la Super League. C'est qu'on a totalement oublié cette compétition. Ça revient, les gars. Donc le projet de la Super League est relancé, mais avec un nouveau nom, The Unifi League. On change Super League, c'est The Unifi League maintenant, il faut appeler cette compète. Donc le nouveau format comportera des qualifications annuelles. La compétition comportera 4 niveaux à 22. Le promoteur de la Ligue a écrit à l'UEFA pour demander son approbation officielle. Donc voilà, 16 équipes divisées en 2 groupes de 8 équipes. Donc chaque équipe se joue 2 fois domicile extérieur, soit 14 matchs de phase de groupe par équipe. Les 2 meilleurs clubs de chaque groupe se qualifient pour la finale à 8, quart de finale en aller-retour, demi-finale en un match disputé sur un terrain neutre. Et cela ferait donc 18 matchs à jouer au total pour le vainqueur final. Voilà, ce serait le Unifi Ligue 1 en gros, ils aimeraient faire. Bon, on sait que là il y a déjà le nouveau format de la Ligue des Champions qui est pas mal, mais voilà, le projet de la Super League, le président par exemple Dural, lui, il est toujours engagé dans cette Super League et ça pourrait peut-être sortir très prochainement. Bon, après il faut que les clubs aussi acceptent de jouer cette compète et là on est encore très très loin. Et par rapport à cette Super League, enfin maintenant il faut l'appeler la Unifi League, le nouveau nom de la Super League, bref, serait de proposer les matchs gratuitement, et ça peut être plutôt pas mal, parce que par exemple la Ligue des Champions, il faut payer, bien sûr, la Ligue des Champions, il faut payer soit Canal+, ou un autre abonnement pour regarder les matchs, donc là ça pourrait être potentiellement gratuit, donc 2 formules, une gratuite avec un volume important de pub, voilà, tu as beaucoup de pubs, mais tu suis quand même les matchs gratuitement. Ça serait bien, ou sinon tu payes avec un système d'abonnement, un peu comme Canal+, tu payes et tu n'as pratiquement pas de pub, ou sinon tu as énormément de pub, mais tu regardes les matchs gratos. Donc voilà, concernant cette compète, bon, on est encore très loin bien sûr, il faut que l'UEFA bien sûr valide bien sûr ce projet. On continue avec toute autre chose, on va parler du Ballon d'Or africain. On sait c'est Lookman qui l'a remporté lundi soir et les nations les plus titrées dans l'histoire du Ballon d'Or africain. Donc c'est le Cameroun pour l'instant avec 11 Ballons d'Or africains et le Nigeria qui avait passé deuxième. Ils étaient ex-aequo avec la Côte d'Ivoire, 6 Ballons d'Or africains. Maintenant ils sont à 7 bien sûr avec le Ballon d'Or remporté par Lookman avant-hier. On peut voir par exemple au Maroc il y a eu 4 Ballons d'Or africains, en Algérie il y en a eu 3, au Mali il y en a eu 2, au Gabon il y en a eu 1. Concernant un joueur qui aurait pu remporter ce Ballon d'Or africain, c'est Guirassy. Le message touchant de Guirassy le lendemain de la cérémonie du Ballon d'Or africain a dit donc chers frères et sœurs, même si le Ballon d'Or africain ne m'a pas été décerné cette année, cela n'enlève en rien la fierté que je ressens d'avoir porté haut les couleurs de notre chère Guinée. Je tiens avant tout à vous remercier, famille, coéquipiers, coach, amis, à vous, mon peuple, pour votre soutien sans faille et votre confiance. Votre amour, votre force, votre solidarité me portent chaque jour. Je suis convaincu que cette unité et cette fraternité doivent être préservées et entretenues en toutes circonstances. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Ce n'est que le début. Je continuerai à donner le meilleur de moi-même pour vous, pour notre pays et pour inspirer tous les jeunes Guinéens qui rêvent grand. Merci encore pour tout. Voilà le très beau message bien sûr de Guirassy sur son réseau, ça devait être sur son compte Twitter ou Instagram, bref. Donc voilà, déjà félicitations, parce qu'il a déjà fini dans le top 5 et c'est déjà très bien. Mais bon, même s'il aurait préféré bien sûr gagner le Ballon d'Or africain. Et Guirassy qui répond à une grande justesse de ses détracteurs, parce qu'il y en a un qui lui a dit mais tu ne mérites pas. Ouais, je sais quoi ça, parce qu'il a dit qu'il aurait mérité quand même de le remporter. Il a dit MDR, il est où le rapport? On aimerait bien interagir avec vous, mais vous ne faites aucun effort, donc on vous bloque seulement. Vu que tu ne gagnes pas et tu ne peux être reconnaissant, il faut revoir l'éducation. Voilà, il a répondu à quelqu'un qui le critiquait, en gros, Guirassy, sur ses réseaux sociaux.
Bref, on va parler d'autre chose, on va parler de Marcus Thuram, l'attaquant français de l'équipe de France, sur son manque de buts en bleu. C'est qu'il a marqué, je crois, 2 buts en 30 matchs. C'est quand même très très moyen, surtout qu'il en marque quand même pas mal à l'Inter avec son club. C'est pas quelque chose qui m'obsède de marquer des buts. Je préfère faire un bon match et pas marquer qu'un mauvais match et mettre un but. Le problème, c'est qu'il marque pas, il fait souvent un mauvais match. Il fait coup double. Oui, il marquerait pas, mais il ferait vraiment un énorme match. Ça passerait, enfin limite quand même, parce qu'un attaquant il faut qu'il marque, et le problème il marque pas, il fait des mauvais matchs. Donc voilà ce que peut dire Marcus Thuram, parce que lui il se considère qu'il fait à chaque fois des bons matchs avec l'équipe de France. Mais il marque pas, donc je suis pas trop du même avis que lui. John Cena sur Instagram, parce que Rodrigo, dernier match, il a fait la célébration de John Cena. Et John Cena a republié ça sur son compte Instagram. Tiens, transfert officiel du côté du FC Barcelone, c'est le jeune malien Ibrahim Diarra, 18 ans, vient de s'engager au Barça pour 2,5 millions d'euros. Donc il est arrivé 3e au mondial U17 l'année dernière avec le Mali et il avait inscrit 5 buts durant cette compétition. Donc il va intégrer tout d'abord la Masia, donc l'équipe B, le Barça Athlétique, puis un jour, s'il est bon les gars, parce qu'il n'y a pas d'âge au Barça, regardez, il est plus vieux déjà que Lamine Yamal. Lamine Yamal il a 17 ans, lui il en a 18, donc voilà, s'il est bon, il jouera en équipe première tout simplement. Donc voilà, nouvelle recrue du côté du FC Barcelone. Le 4e maillot du PSG prévu pour janvier 2025, il sortira début d'année prochaine et il sera de couleur bleue, ce futur maillot parisien. Manchester City, depuis le début de la saison dernière en Première Ligue avec Rodri, c'est 0 défaite en 36 matchs. Quand il est là, City ne perd pas, et c'est que tu sens là quand même l'absence du Ballon d'Or, qui n'est pas là du côté de City, parce que sans Rodri c'est 8 défaites en 18 matchs. C'est un joueur tellement important bien sûr pour le collectif de Manchester City, mais c'est fou quand même que même s'il n'est pas là les gars, que l'équipe s'effondre autant. C'est complètement fou quand même ce qui se passe actuellement du côté de Manchester. Olivier Létang revient sur son expérience au Stade Rennais. Actuellement, c'est le président de Lille, mais avant, il était président de Rennes. Il a dit: quand je suis arrivé, c'était un club professionnel qui se comportait comme un club amateur. Voilà, comme la grosse balle perdue qu'il envoie à son ancien club de Rennes. Et il a parlé de Julien Stéphan. Aucun commentaire sur cette personne, peu d'intérêt. Parce qu'avant, c'était lui le président et Julien Stéphan était le coach de cette équipe de Rennes. Donc, il a dit, en gros, peu d'intérêt concernant cette personne. Donc, voilà, comme les balles perdues de l'étang. Et toujours avec lui, parce que maintenant, lui, c'est le président de Lille. Il a dit: le LOSC ne concédera aucun départ cet hiver, annonce Olivier Létang. Personne ne partira, même Jonathan David, qui est pourtant fin de contrat en fin de saison, mais il restera jusqu'à la fin de son contrat du côté de Lille. Concernant un joueur lui qui devrait partir, c'est Marcus Rashford. On en a parlé il y a déjà à peu près une semaine et oui, ça se confirme les gars. Donc Rashford ouvre la porte à un départ de Manchester. C'est lui qui a dit ça. Je suis prêt pour un nouveau défi de prochaines étapes. Quand je partirai, je ne ferai pas de reproches. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur le club. C'est moi, je serai toujours un Reds. Voilà, donc on sent que l'histoire est finie quand même pour Rashford du côté de Manchester. Et dimanche dernier, donc n'est pas sur la feuille du match lors du derby contre Manchester City. Lundi, renvoyé chez lui lors de l'entraînement pour maladie, entre guillemets. Entre guillemets, c'était peut-être qu'en gros, il s'est embrouillé peut-être avec Ruben Amorim parce qu'il ne faisait pas jouer. Et du coup, voilà, c'est le clash. Et mardi ouvre clairement la porte à un départ au micro. Voilà, en gros, quand il dit: je suis prêt à un nouveau défi. Donc voilà, comme je vous ai dit, les gars, Rashford, ça sent le départ. Et dès janvier, les gars, il va partir. Et certainement, et n'oubliez jamais que Rashford, quand même, avait fait une saison exceptionnelle en 2022-2023. Il a marqué 30 buts et 9 passes D sur cette saison où il a fait certainement la meilleure saison de sa carrière. On va parler du championnat de Bundesliga 2. Donc la deuxième division est tellement passionnant. Donc il n'y a que 4 points qui séparent le premier Elversberg au 10e qui est Darmstadt, qui est une équipe qui joue encore en Bundesliga il y a quelques années. Donc voilà, de 28 points, donc là il y en a 26, donc là il y en a 25, là il y en a 24. 4 points qui séparent la première à la 10e place. C'est ultra serré, mais pas c'est les 2 premiers qui montent en Bundesliga et le 3e joue un match de barrage, contre, un peu comme en Ligue 1, contre le 16e du championnat allemand. Eli Wahi veut rester à l'OM et s'imposer parce qu'il y avait des rumeurs en gros que Montpellier voulait le faire revenir pour la deuxième partie de saison. Lui il a dit non les gars, il a Marseille, veut rester à Marseille même s'il joue très peu parce que c'est Montpellier qui joue beaucoup. Il souhaite rester et s'imposer à l'Olympique de Marseille. L'Atalanta Bergame est l'un des clubs intéressés par Ryan Cherki. Voilà, donc Cherki, on verra, soit cet hiver, bon je pense qu'il va finir quand même la saison, mais peut-être l'été prochain, il risque de partir de Lyon. Et l'Atalanta, les gars, serait très intéressé. C'est que Cherki sous Gasperini, ça peut être vraiment pas mal, surtout quand on sait comment joue cette équipe italienne. On va parler de Julian Alvarez. Un rappel que Julian Alvarez n'a pas perdu une seule campagne de championnat en Europe. C'est vrai qu'avant il était à Manchester City, 2 ou 3 fois il a remporté la Première Ligue,
Et là, du coup, il est du côté de l'Atlético. Pour l'instant, ils sont premiers ex-aequo, l'Atlético, bien sûr. Hein. C'est que chaque fois, il a gagné les championnats en Europe. Depuis qu'il arrive en Europe, Julián Álvarez, on verra si ça va continuer cette saison du côté de la Liga avec son club. Hein. Et tiens, en parlant de l'Atlético, regardez les cuisses de Marcos Llorente, joueur de cette équipe, ancien joueur du Real Madrid, hein, Marcos Llorente. Donc, voilà, vraiment très dessiné, hein, très musclé les cuisses, joueur espagnol. Regardez les votes aussi pour le Golden Boy 2024. En gros, c'est le Ballon d'Or Junior qui a été donné à Lamine Yamal, c'est lui qui a remporté ce prix, et c'est le journal Tuttosport, un journal italien bien sûr qui désigne les votes. Donc voici en gros tous ceux qui ont voté. On peut voir par exemple les journalistes français, là au bout de mon doigt, tout à droite, donc il y a France Football, il y a l'équipe, là il y a le journal Le Parisien, OS France ou même Foot Mercato, on peut voir à chaque fois, c'est Lamine Yamal les gars. Lamine Yamal je crois a fini avec pour moi plus de 300 points d'avance sur le deuxième, qui était Kobe Meno, hein, c'est la plus grande avance, plus grande marge entre un premier et un deuxième pour un Golden Boy, hein, pour dire qu'il n'y avait aucun débat, bien sûr, c'est Lamine Yamal qui méritait totalement ce prix. Et on finit aujourd'hui, vu que tiens, ça fait 2 ans jour pour jour, la finale de la Coupe du Monde avec le triplé d'Mbappé. Et Mbappé deviendrait-il le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde prochainement? Peut-être, hein, parce que le recordman pour l'instant c'est Klose, un ancien joueur allemand. Il a marqué 16 buts en 24 matchs de Coupe du Monde. Il y a R9 qui en a marqué 15, hein. Donc il y a Messi qui en a 13 et Mbappé qui a 12 buts quand même en 14 matchs. Donc on se dit, voilà, par exemple, s'il en marque au moins 4 lors de la prochaine Coupe du Monde, ce qui est réalisable, hein, pour Mbappé, il pourrait revenir sur Klose. Donc il y a seulement Mbappé et Messi, hein, qui peuvent revenir sur Klose, parce que sinon tous les autres joueurs, les gars, ont pris bien sûr leur retraite. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr, demain jeudi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.